Et un homme a été surpris sur un parking en train de commettre une agression pédophile. C'est un passant qui a donné l'alerte en voyant le suspect dans une voiture avec une petite fille. Les précisions pour Europe 1 de Pierre Herbulot. Le sauvetage de la fillette tient à une conversation qui dure un peu plus longtemps que prévu sur le parking d'un supermarché. Franck discute avec son cousin quand il voit cette voiture se garer en face de la sienne. Une scène anodine au départ. Il n'y avait rien de suspect, il y avait un monsieur devant, une petite fille derrière. Je continue à parler avec mon cousin. Et 15 secondes plus tard, je regarde et je vois le monsieur, il est derrière avec elle. Je commence à trouver ça un peu louche. Et on voit à un moment, il lève la tête. Il regardait s'il n'y avait pas quelqu'un qui venait pour le déranger ou quoi que ce soit. J'ai compris que c'était bizarre. Je suis parti directement à leur voiture, mais j'ai ouvert la porte. Et après, il était en train de remonter son pantalon et la petite aussi, quoi. Je m'étais pas trompé, et puis voilà, quoi. Il appelle la police, retient l'agresseur et le filme. La vidéo finit sur Internet. Regrettable pour Franck, qui affirme que le seul but était d'avoir une preuve pour la police. Mais dans l'immeuble où vit le sexagénaire, les voisins ne veulent retenir que l'essentiel. La petite fille est saine et sauve. Sachez que le prédateur était un voisin de la fillette. Le bon voisin, gentil, toujours prêt à aider la famille. Pour soulager la maman, il avait gentiment proposé d'accompagner sa fille à l'école et il profitait de ses sorties pour faire ses immondices. Nous n'allons pas parler de cette affaire aujourd'hui, mais le profil de ce prédateur est le même que celui de l'histoire du jour. Ces personnes de confiance qui profitent d'être au-dessus de tout soupçon pour atteindre les enfants et leur voler leur innocence et leur âme. Aujourd'hui, la triste histoire de Daniel Kovarbachiche. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et pourquoi pas à nous suivre sur notre Instagram, YouCrimSisters. Nous sommes en 2006 à North Ridgeville dans l'Ohio aux États-Unis. Le jeune Daniel Kovarbachiche, alors âgé de 12 ans, sort de l'école lorsqu'il rencontre un homme âgé de 52 ans du nom de Dwayne Hurley. Dwayne Hurley promène alors son chien. L'homme l'interpelle et comme Daniel aime beaucoup les chiens, il engage la conversation avec lui. Quelques jours plus tard, Dwayne retourne voir Daniel pour lui demander s'il veut bien garder son chien pendant qu'il va faire quelques courses et Daniel accepte avec joie, lui qui encore une fois adore les chiens. Et à sa grande surprise, à son retour des courses, Dwayne lui donne 30 $ pour le remercier d'avoir gardé le toutou. Si cela peut sembler particulièrement suspect pour les adultes que nous sommes, après tout, utiliser un chien pour attirer l'attention des enfants est une astuce régulièrement utilisée par de nombreux prédateurs sexuels. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous avions un voisin, quand nous étions petites, avec ma sœur, qui appâtait les enfants avec le chien de la marque Chippy, un chien magnifique. Mais comme son maître puait le pédophile à plein nez, nous restions toujours éloignés de lui avec ma sœur, sans comprendre comment les autres enfants n'y voyaient que du feu. Il dégageait quelque chose de bizarre. Et sans surprise, un beau jour, il n'est plus réapparu. Et on avait su que suite à des signalements, les policiers avaient retrouvé des vêtements de fillette chez lui. Et qu'il avait bien évidemment des antécédents. Bref, revenons à nos moutons. Le jeune Daniel, lui, est juste heureux d'avoir gagné un peu d'argent de poche en faisant quelque chose qu'il aime. Et petit à petit, Dwayne commence à gagner la confiance de Daniel. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, ce que les parents de Daniel voient d'un mauvais œil. Après tout, ils trouvent particulièrement étrange qu'un homme de 52 ans s'intéresse autant à leur fils. Ils utilisent donc les informations se trouvant sur le collier de son chien pour faire quelques recherches sur Internet afin de savoir s'ils n'ont pas affaire à un prédateur sexuel. Persuadés que si ça avait été le cas, il y aurait une trace sur Google. Mais ils ont fait des recherches poussées et n'ont rien trouvé à propos de Dwayne. Alors le couple a petit relâché sa vigilance. Par la suite, Dwayne, en bon pédophile qu'il est, a de manière très calculée tout fait pour gagner la confiance de Daniel et de sa famille. Il a dit à Terry et Donna, les parents du jeune homme, qu'il était conseiller pour enfants et à ce titre, il proposait régulièrement à Daniel de venir chez lui pour faire divers petits boulots en échange d'un peu d'argent de poche. Au début, Terry et Donna accompagnaient systématiquement leur fils chez Dwayne, mais au fil du temps, ils ont fait confiance
au bon vieux Dwayne, ce voisin si gentil, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à le traiter comme un membre de la famille, car Dwayne était, en plus de ça, très généreux avec eux, et n'hésitait pas à ouvrir son porte-monnaie si la famille avait besoin d'argent. Par exemple, si Donna disait qu'elle n'avait plus de lessive, et qu'elle devait attendre d'être payée pour en acheter, Dwayne allait en acheter sur le champ, sans même lui en parler. Il aidait même les parents de Daniel à payer leur loyer quand ils en avaient besoin. Donc au bout d'un certain temps, les parents de Daniel avaient totalement confiance en Dwayne. Ils le considéraient, et je le répète, comme quelqu'un faisant partie de la famille, comme quelqu'un de bien, et à ce titre, laissaient Daniel se rendre seul chez lui. Les parents lui demandaient même de garder leur fils quand ils en avaient besoin ou de l'emmener en voiture à l'école quand eux ne pouvaient pas le faire. Et le 22 janvier 2010 commence comme un vendredi comme tous les autres pour Daniel, alors âgé de 16 ans. Ce matin-là, le père, Terry, conduit sa femme au travail, puis dépose son fils, Daniel, chez Dwayne, car celui-ci était censé l'amener à l'école un peu plus tard dans la journée. Mais voilà, 30 minutes plus tard, Daniel appelle son père. Il est paniqué. Il hurle et pleure au téléphone. Il explique à son père que Dwayne s'en est pris à lui physiquement et que de ce fait, il s'est défendu en le frappant avec un pot de cornichon et qu'il a ensuite poignardé à plusieurs reprises avec un couteau. Terry, sous le choc, se rend immédiatement chez Dwayne. En arrivant devant le domicile de Dwayne, il retrouve son fils à l'extérieur de la maison, couvert de sang, et lorsqu'il entre à l'intérieur du domicile, il découvre une scène d'horreur. Dwayne gît sans vie, en haut des escaliers, il y a du sang partout, sur son corps, sur le sol, sur les murs. Terry décide alors de conduire son fils dans un centre médical avant de prévenir la police. Quand la police arrive sur les lieux, il découvre aussi le corps de Dwayne. Il est effectivement mort. Alors, le jeune Daniel est localisé et arrêté sur le champ. Après autopsie, on découvre que Dwayne a été frappé à l'arrière de la tête avec un pot de cornichon et qu'il a été frappé au couteau à 55 reprises. Interrogé par la police, Daniel leur explique que c'est Dwayne qui l'a attaqué avec un couteau et qu'il ne se souvient pas vraiment de ce qu'il s'est passé par la suite, à l'exception d'être poursuivi par Dwayne qui avait ce couteau à la main. Mais le jeune Daniel va ensuite changer de version et ce qu'il va révéler à la police est plus horrible encore. Il révèle un terrible secret que vous connaissez déjà, secret que lui cachait depuis tant d'années. Dwayne abusait de lui depuis ses 12 ans. Voilà donc 4 ans que Daniel était abusé par son voisin. En découvrant cela, ses parents ont été forcément sous le choc, ils ne s'étaient jamais doutés de rien. Ils n'avaient pas vu venir cette terrible trahison. Ils sont dévastés. Comment ne pas se sentir coupable en tant que parents, coupable aussi de ne pas s'être fiés à leur instinct. Daniel explique qu'au début, Dwayne ne lui demandait rien d'inapproprié et que les abus ont commencé très graduellement. Dwayne a commencé un jour par lui poser une question déplacée. Il lui a demandé combien de synonymes du mot pénis il connaissait. Question qui n'aurait jamais dû être posée à un enfant de 12 ans par un adulte. Ensuite, il s'est mis à insister pour que Daniel laisse la porte ouverte lorsqu'il allait aux toilettes, afin bien évidemment de pouvoir regarder ses parties intimes. Et s'il ne le faisait pas, c'est Dwayne qui venait ouvrir la porte. Ce qui mettait forcément Daniel mal à l'aise. Malgré cela, Dwayne insistait pour que Daniel laisse cette porte ouverte et faisait croire au jeune homme que c'était quelque chose de normal, de naturel. Alors, même si ça le mettait mal à l'aise, Daniel, avec sa naïveté d'enfant, avait fini par systématiquement laisser la porte ouverte quand il allait aux toilettes. Par la suite, Dwayne, le prédateur, s'est mis à acheter des cadeaux pour Daniel et sa famille, sans compter qu'il donnait de l'argent à Daniel. Ils faisaient également souvent du shopping ensemble. Dwayne lui achetait des vêtements et de la nourriture, et il lui avait même offert un couteau de poche, petit couteau pliable. Mais il y a un mais. Un gros mais même. Tout cela n'était pas gratuit, et Dwayne demandait à Daniel de lui montrer ses parties génitales en échange de ses cadeaux. Et à partir de ce moment, les abus se sont accentués. Il faut savoir que Dwayne possédait plusieurs voitures, une sédan, une Corvette, une Plymouth Prowler, et j'en passe. Et Dwayne laissait Daniel conduire ces voitures alors même qu'il n'était pas en âge de conduire, et en échange de faveurs sexuelles. Il avait instauré une règle. Si
il voulait les clés de la sédan, Daniel devait lui montrer ses parties intimes et le laisser les toucher. Mais pour pouvoir conduire sa Corvette, voiture plus chic et plus onéreuse, il avait exigé que Daniel lui fasse une fellation et lui avait dit « bigger toys, bigger things », qui veut dire en français « de plus grands jouets, de plus grandes choses », sous-entendant que s'il voulait obtenir plus de choses, Daniel devait lui donner plus de choses. Le jeune homme s'est alors exécuté afin de pouvoir conduire la Corvette. À partir de ce moment, Dwayne s'est mis à manipuler Daniel de manière à ce que le jeune homme pense qu'il était responsable de ce qui lui arrivait, car il avait accepté de lui montrer ses parties intimes, car il avait accepté de conduire la Corvette. Dwayne a continué de demander des faveurs sexuelles au jeune homme. Daniel ne voulait pas, il refusait, mais Dwayne savait très bien le faire se sentir coupable, alors il s'exécutait. Encore une fois, Daniel avait essayé de refuser et lui avait dit ne plus vouloir qu'il le touche et qu'il ne voulait rien de tous ces cadeaux qu'il lui faisait. Mais cela n'a pas arrêté Dwayne, qui, pire encore, s'est mis à le faire chanter. Il a dit au jeune homme que s'il ne faisait pas ce qu'il lui disait, il allait dire à ses parents qu'il lui avait volontairement montré ses parties intimes et qu'il serait déçu de lui. Le pauvre Daniel, se sentant coupable et honteux d'avoir montré ses parties intimes à Dwayne, avait peur que ses parents découvrent ce qu'il avait fait. C'est pour cette raison qu'il ne leur a rien dit. À ce moment, Daniel, qui était encore très jeune, ne se rendait pas compte de toute cette manipulation dans sa tête d'adolescent. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Puis les abus se sont aggravés 2 semaines avant le drame, alors que Daniel était endormi sur le canapé de Dwayne. Dwayne l'a rejoint, a commencé à le caresser, ce qui a bien évidemment tiré Daniel de son sommeil, et Daniel était pétrifié, incapable de bouger. Dwayne, le pensant endormi, l'a alors violé, et ne sachant pas comment réagir, le jeune homme a tout simplement fait semblant de dormir, et il a agi comme s'il ne s'était rendu compte de rien à son réveil. À partir de ce moment, Daniel a commencé à haïr Dwayne. Du plus profond de ses tripes, le 22 janvier 2010, jour du drame, après que son père l'ait déposé chez Dwayne, Daniel et Dwayne sont allés dans la chambre à coucher. Daniel était assis devant l'ordinateur et Dwayne, lui, était allongé sur le lit. Daniel a discuté avec Dwayne de ce qu'il avait prévu de faire pour fêter ses 1 an de relation avec sa petite amie, puisque oui, Daniel avait une petite amie depuis 1 an. Daniel a expliqué à Dwayne qu'il avait prévu d'écrire « Je t'aime » avec des pétales de rose dans la neige devant sa maison, puis d'emmener la jeune fille dîner dans un restaurant chinois. Et Dwayne a alors demandé à Daniel combien tout ça allait lui coûter. Daniel lui avait répondu environ $80. Et Dwayne a sauté sur l'occasion pour lui proposer un marché. Il a proposé à l'adolescent de lui donner cet argent, mais pas gratuitement. En sachant que la veille, Dwayne avait promis à Daniel de lui donner cet argent sans aucune contrepartie, et même de l'aider à trouver un professeur particulier pour qu'il puisse arrêter d'aller à l'école. C'est à ce moment que Daniel a explosé. Il savait pertinemment ce que Dwayne attendait de lui et ce qu'il risquait de lui arriver, et là, c'en était trop. Daniel était persuadé que jamais les abus n'allaient arrêter. Jamais, jamais, jamais. Alors, c'est à ce moment qu'il a vu ce pot de cornichons posé non loin, qu'il l'a saisi et qu'il a frappé Dwayne à l'arrière de la tête. Il a ensuite sorti de sa poche le couteau que Dwayne lui avait offert et qu'il gardait toujours sur lui, et toujours dans un excès de colère, il l'a poignardé. Il l'a poignardé à la tête, à la poitrine, jusqu'à ce que la lame du couteau ne se brise. Ensuite, le jeune garçon s'est précipité dans la cuisine, a pris un autre couteau, a remonté les escaliers, il a croisé Dwayne dans le couloir et l'a frappé à plusieurs reprises. Quand les policiers lui ont demandé s'il savait qu'il avait poignardé Dwayne à 55 reprises, il leur a répondu que non, qu'il pensait l'avoir poignardé une 20aine de fois, tout au plus. Il a expliqué qu'au moment où il a porté les coups de couteau, c'était comme s'il était ailleurs. Il a ajouté qu'il ne s'est arrêté qu'au moment où il a réalisé ce qu'il était en train de faire. Quand les policiers lui ont demandé cette fois pour quelle raison il leur avait menti, Daniel a expliqué que c'est parce qu'il ne voulait pas que les gens apprennent qu'il avait eu des relations intimes avec Dwayne. Son père, Terry, a même ajouté que son fils avait tellement honte de ce qui lui était arrivé qu'il était prêt
à partir en prison pour le reste de sa vie plutôt que d'avouer tout ce que Dwayne lui avait fait subir les 4 dernières années. Daniel a été poursuivi pour meurtre et jugé en tant qu'adulte, malgré ses 16 ans. Il risquait alors 15 ans de prison et lors de son procès, le procureur, qui représente en quelque sorte la victime, la société. Le procureur a essayé de faire passer Daniel pour un jeune homme consentant qui abusait de la générosité du bon vieux Dwayne afin d'obtenir des cadeaux ou de l'argent. Quant à l'avocat de Daniel, il a lui affirmé que Dwayne avait au contraire manipulé Daniel avec tous ses cadeaux alléchants afin de pouvoir abuser de lui. Et au cours du procès, Gregory, le frère de Daniel, a affirmé que Dwayne agissait de manière étrange avec lui. Et qu'il lui avait demandé, par exemple, quelle était la taille de son pénis au moins 1 ou 2 fois. Il sera également révélé lors du procès que Dwayne avait des milliers d'images et de vidéos pédopornographiques sur ses ordinateurs. Et que sur ces images se trouvaient en grande partie de jeunes adolescents. Avec ces éléments, le juge a reconnu que Daniel avait bel et bien été victime d'abus sexuels de la part de Dwayne, mais il a insisté sur le fait que cela ne justifiait en rien le meurtre. Daniel a été reconnu coupable d'homicide volontaire et de voies de fait graves, mais il a été toutefois condamné à 5 ans de prison avec sursis. Mais il doit rester en prison jusqu'à ce qu'on lui trouve une place dans un centre de traitement spécialisé dans la prise en charge des victimes d'abus sexuels. À l'annonce de la sentence, son père Terry a déclaré qu'il espérait que son fils pourrait recevoir le traitement psychologique dont il a besoin afin de l'aider à surmonter son traumatisme. Et malheureusement, à cause de la gravité du crime commis par Daniel, il a été difficile de trouver un centre de thérapie qui voulait bien l'accepter. Donc, en août 2010, après sa condamnation, il a été envoyé en prison, toujours en attendant de trouver un fameux centre qui l'accepte. En 2010 également, le juge en charge de l'affaire a donné l'autorisation à Daniel de se rendre à Chicago pour une interview avec la fameuse Oprah Winfrey, car selon lui, si son interview permettait de, ne serait-ce que prévenir un seul cas d'abus, eh bien cela pourrait être un service rendu à la communauté. Lors de cette interview, quand Oprah lui a demandé s'il trouvait sa condamnation juste, il a répondu que oui. Quand elle lui a demandé s'il avait des remords, il a expliqué qu'il avait un peu de remords, car il sait que tuer un homme est quelque chose de mal, mais qu'il se sentait tout de même soulagé que son calvaire ait pris fin. Il a également voulu faire passer un message important aux victimes d'abus sexuels. Il souhaitait leur dire que même si c'est difficile pour elles de parler de ce qui leur est arrivé, elles devaient le faire. Il a également insisté sur le fait que ce qui leur est arrivé n'est en aucun cas de leur faute, et que personne ne les blâmerait. Mais quelques mois plus tard, en 2011, alors qu'il était incarcéré, Daniel a violé les conditions de sa condamnation avec sursis, quand lui et son codétenu ont menacé de poignarder un garde qui leur avait demandé de se taire avec des couteaux fabriqués à l'aide de crayons. Pour cela, il a été placé à l'isolement, le temps a passé, et comme il ne trouvait aucun centre qui veuille bien l'accepter, le juge a fini par le libérer de prison. Il a alors été placé en résidence surveillée avec l'obligation de porter un bracelet électronique en attendant qu'il trouve un établissement qui veuille bien l'accueillir. Cependant, une fois de retour chez lui, les voisins de Dwayne se sont retournés contre Daniel car ils étaient persuadés que jamais le bon vieux Dwayne n'aurait fait une chose pareille. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver énormément d'informations quant à ce qui est arrivé à Daniel par la suite. Nous savons seulement qu'il a obtenu son permis de conduire et qu'il travaillait dur pour obtenir son diplôme de fin d'études de lycée. Espérons qu'il ait enfin pu recevoir le suivi psychologique dont il avait besoin afin de se reconstruire. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de toute cette histoire en barre de commentaires. C'est l'endroit pour s'entraider, témoigner, se soutenir, prévenir aussi. Ce type de vidéo, c'est aussi pour nous une manière de sensibiliser les gens. Rappelons que la majorité, l'extrême majorité des enfants qui sont abusés le sont par quelqu'un de leur entourage, en qui les parents ont confiance et qui ne se seraient justement jamais méfiés. Le bon tonton, le bon voisin, le fils de la belle-mère, le bon prof, etc., etc. Et il faut donc arrêter avec le mythe du pédocriminel à la Dutroux ou à la Fournurée, ces prédateurs inconnus qui kidnappent des enfants dans les rues. Alors ça existe, oui, mais c'est beaucoup plus rare que la personne de confiance.
Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à nous soutenir sur notre Tipeee. Merci aux tipeurs. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.